Imaginez un instant une arme tellement puissante qu'elle pourrait anéantir notre civilisation tout entière. Et pourtant, cette même arme aurait empêché les plus grandes puissances mondiales de s'affronter directement pendant près de 80 ans. C'est ça le paradoxe nucléaire, un équilibre absolument terrifiant entre la paix et l'apocalypse. Alors comment en sommes-nous arrivés à confier notre survie à une contradiction pareille? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et attention, ce dilemme, il n'a rien de nouveau. Ce n'est pas juste une question de stratégie. Non, il est né dans la conscience même des créateurs de la bombe. Au sein du projet Manhattan, ceux qui ont donné vie à cette force destructrice étaient eux-mêmes complètement déchirés. Dès le premier jour, en fait, deux visions du monde totalement irréconciliables se sont affrontées. Et ce conflit d'idées, c'est vraiment le cœur de toute cette histoire. D'un côté, on a les abolitionnistes. Pour eux, c'est simple. L'arme nucléaire est une catastrophe humanitaire en puissance, elle doit disparaître. Et de l'autre, les partisans de la dissuasion, qui soutiennent que non, sa puissance destructrice est justement ce qui nous a sauvés des grandes guerres. Deux logiques, un seul avenir pour l'humanité. Alors, comment la vision de la dissuasion a-t-elle fini par s'imposer? Eh bien pour ça, il faut faire un bond en arrière, direction la guerre froide. C'est à ce moment-là que la peur est devenue une véritable stratégie, et que la dissuasion est devenue la doctrine officielle des deux superpuissances. Tout a commencé avec ce qu'on appelle le dilemme de sécurité, mais joué à l'échelle planétaire. Quand les États-Unis ont révélé leur puissance atomique, l'Union soviétique n'a eu qu'une seule obsession, rattraper son retard. Chaque avancée technologique d'un côté nourrissait la paranoïa de l'autre. C'est ça qui a lancé cette course à l'armement complètement effrénée, qui a défini toute une époque. Le principe de la dissuasion, c'est de comprendre que la menace d'utiliser la force est bien plus importante que son usage réel. Pour que ça marche, il faut 3 conditions. Premièrement, avoir les armes. Deuxièmement, être prêt à s'en servir. Et troisièmement, s'assurer que l'ennemi le sait pertinemment. C'est un jeu de poker psychologique à très très haut risque. Et le symbole parfait de cette angoisse collective, c'est l'horloge de l'apocalypse. Son moment le plus critique, 1953. Les États-Unis testent la bombe à hydrogène, 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. À peine 9 mois plus tard, les Soviétiques font pareil. Pour les scientifiques qui avaient créé cette horloge, il n'y avait plus de doute. Le monde était à quelques minutes de sa fin. En fait, la logique de l'époque, elle ressemble beaucoup au fameux dilemme du prisonnier. Le calcul est simple. Si je ne m'arme pas et que l'autre le fait, je perds tout. Si on s'arme tous les deux, on est en danger, c'est sûr, mais au moins on est à égalité. C'est le choix que les deux camps ont fait. Sauf qu'ici, la case « conflit » ne veut plus dire défaite, mais l'anéantissement de tout le monde. C'est la fameuse destruction mutuelle assurée. À partir de là, une guerre directe devient tout simplement un suicide collectif. Et c'est cette logique absolument terrifiante, cet équilibre de la terreur, qui a, paradoxalement, imposé une sorte de paix. Une paix maintenue non pas par la confiance, mais par la peur de l'extinction mutuelle. Et puis, en 1991, le mur de Berlin tombe, et avec lui, l'un des deux géants nucléaires. On aurait pu croire que c'était la fin de l'histoire. Mais non. L'histoire a juste changé de chapitre. La peur d'un affrontement titanesque a été remplacée par une nouvelle angoisse, celle d'un monde nucléaire beaucoup plus chaotique. Cette petite chronologie, elle illustre bien ce changement radical. D'un côté, on a des pays comme l'Ukraine qui renoncent à leurs armes, mais de l'autre, des nouveaux venus comme le Pakistan ou la Corée du Nord qui rejoignent le club nucléaire. Le risque, ce n'est plus un duel prévisible, mais une sorte de mêlée générale beaucoup plus imprévisible. Et le nombre d'États qui ont l'arme nucléaire ou la capacité de la fabriquer ne fait qu'augmenter. Chaque nouvel acteur vient compliquer l'équation. La grande question, c'est est-ce que la logique de la dissuasion, qui a été pensée pour un monde à deux, peut encore fonctionner dans un monde multipolaire? Et si l'ennemi n'était même plus un État? Parce qu'avec la prolifération vient une autre menace, encore plus difficile à cerner, le terrorisme nucléaire. Et c'est cette peur-là qui a redonné une urgence dramatique au discours des abolitionnistes. C'est la question qui hante tous les stratèges aujourd'hui. La dissuasion, ça fonctionne contre un État. Pourquoi? Parce qu'un État a un territoire à perdre, une population à protéger. Mais comment on fait pour dissuader un groupe terroriste qui, par définition, n'a pas d'adresse fixe et qui parfois recherche même le martyr? Là, la vieille logique de la guerre froide s'effondre complètement. La menace est bien réelle. Voler une arme existante, construire une bombe sale juste pour contaminer une grande ville, ces scénarios qui relevaient de la science-fiction sont devenus une préoccupation majeure pour la sécurité mondiale. Et bien sûr un argument de poids pour ceux qui réclament l'abolition totale. Tout ça nous amène au débat actuel. Les armes, elles, sont toujours là. Mais les mots, eux, ont changé. Lentement, mais sûrement, les arguments des abolitionnistes ont commencé à, disons, contaminer le discours stratégique traditionnel, le forçant à se justifier, à évoluer. En changeant de tactique, les abolitionnistes et les États non nucléaires ont réussi un coup de maître. Ils ont déplacé le débat. Au lieu de parler de stratégie militaire, ils ont commencé à parler de survie.
Ils ont mis en avant le coût humain insupportable d'une guerre nucléaire, les conséquences absolument dévastatrices sur l'environnement, sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, la polarisation est totale. D'un côté, on a la grande majorité des nations du monde soutenues par la société civile qui exigent le désarmement. Et de l'autre, les quelques puissances nucléaires qui s'accrochent à la dissuasion comme si c'était leur seule police d'assurance. Le résultat, une impasse diplomatique profonde. Et le résultat en chiffres, le voici. Après des décennies de traités de désarmement, de négociations, de promesses, il reste encore environ 17 000 armes nucléaires dans le monde. C'est assez pour détruire notre civilisation, pas une fois, mais plusieurs fois. Alors oui, le nombre total a bien diminué depuis la guerre froide, mais la concentration du pouvoir, elle, reste la même. Plus de 90% de tout l'arsenal nucléaire mondial est toujours entre les mains des deux mêmes acteurs, les États-Unis et la Russie. Le monde a changé, mais la vieille rivalité nucléaire est loin, très loin d'être terminée. Aujourd'hui, le monde est plus divisé que jamais. La pression pour le désarmement n'a jamais été aussi forte, c'est vrai, mais en même temps, les tensions internationales ravivent toutes les vieilles peurs. La question qui se pose depuis 80 ans reste donc entière. A-t-on créé un monstre qui finira par nous détruire, ou bien un gardien qui, par la terreur qu'il inspire, nous sauvera de nous-mêmes ? L'horloge, elle, continue de tourner.